Bonjour à tous. La semaine dernière, juste avant la fête de Shavuot, j'apprenais tout à fait opinément la disparition, il y a un mois, de Norbert Unglick. Norbert Unglick était ce que l'on appelle un enfant caché. Ces enfants juifs qui vivaient en zone nord occupée durant la Seconde Guerre mondiale, notamment sur Paris. Pour les sauver et les soustraire au plan d'extermination mis en place par les nazis, ils ont été placés par leurs parents ou par des organisations juives dans des familles ou des organismes d'accueil. Certains sont passés clandestinement en zone libre, la plupart dissimulés sous de faux noms. Fort heureusement, ils sont nombreux à avoir survécu et maintenant à témoigner. Il y a un peu plus d'un an et demi, le 29 avril 2022, Norbert Unglick était venu dans ce studio me raconter son histoire. Une rencontre qui ne m'avait pas laissé indifférent. Pour lui rendre hommage, j'aimerais vous faire réentendre son témoignage, le témoignage d'un enfant caché. À quelques jours près, en cette fin du mois d'avril, deux dates sont venues nous rappeler le devoir de mémoire, et la commémoration de ces deux événements se confondent avec le destin du peuple juif au XXe siècle. Le premier précédait Pessah. Le 19 avril 1943, il y a 79 ans, débutait le soulèvement du ghetto de Varsovie. Près de 1000 combattants juifs résistèrent un mois contre les oppresseurs. Le second était dédié au lendemain de la fête, dimanche 24 avril, à la journée du souvenir des victimes de la déportation. C'est pourquoi l'émission cette semaine sera consacrée au récit de Norbert Unglick, un des 70 000 enfants cachés en France pendant toute la guerre. Bonjour à tous. Partout en Europe, la fin du XIXe siècle, l'antisémitisme sévissait. En France, en 1870, la Troisième République et la promulgation du décret Crémieux n'a pas tempéré, comme on le disait à l'époque, l'antijudaïsme, qui a persisté de 1894 à 1906 avec l'affaire Dreyfus, malgré le J'accuse d'Émile Zola, paru à la une du journal L'Aurore le 13 janvier 1898. Un temps apaisé après 1918, l'antisémitisme en Europe ressurgit lors des années 30, stimulé par la crise économique, les faillites commerciales et industrielles, le chômage touchant toutes les couches sociales. Prémonition avec l'avènement d'Hitler en 1933. De nombreux juifs quittent la Pologne pour chercher ailleurs une vie meilleure. S'offrent à eux 4 destinations. Pour les plus courageux, l'Amérique, malgré les conditions d'immigration qui limitaient les ressortissants de ce pays à 2%. Les communistes juifs laïcs et les bolcheviks idéalistes, eux, étaient attirés par la Russie, malgré Staline et sa politique anticosmopolite, en fait, une politique antisémite. Pour les sionistes socialistes, la destination était la Palestine, idéalisée par Théodore Herzl, un des premiers à mettre en place l'idée d'un État autonome juif. Et puis, il y avait la France. Malgré l'antisémitisme qui gangrénait la vie politique avec l'affaire Stavinsky à l'époque, l'accession au pouvoir du Front populaire dirigé par Léon Blum, tous ces troubles n'affectaient pas les ardeurs des aspirants à l'immigration, peut-être séduits par le dicton yiddish, heureux comme un juif en France. Et c'est dans ces conditions, je présume, que les parents de Norbert Unglick ont débarqué à Paris en 1936. Norbert Unglick, bonjour. Bonjour. Vos parents arrivent donc de Pologne en 1936, ils sont issus d'un petit village proche de Varsovie. Pourquoi ils avaient choisi la France ? Il y avait des relations, vous aviez déjà de la famille ici ? Il y avait de la famille à Paris. Il y avait de la famille. C'était effectivement une des zones les plus faciles à accéder par rapport à tous les autres pays. Et puis, comme je le disais dans mon texte, il y avait un choix, comme c'était d'un côté les pays de l'Est et de l'autre côté les pays de l'Ouest. Et la France était un des premiers pays de l'Ouest, accessible de Pologne. Ils sont arrivés en train ? Ils sont sûrement arrivés en train. Je sais pas exactement le billet de train. On vous a pas raconté ? Non. Pas encore. Ils sont arrivés sûrement en train. Comme je vous l'avais dit, ma mère est partie de Pologne en Palestine. Tout d'abord. Alors attendez, déjà donc de Pologne. De Pologne, elle est partie en Palestine, elle est partie par quel moyen ? Par le train. Par le train. Le train, ils ont traversé donc tous les pays qui avaient traversé. Donc Pologne, la Pologne, donc il y avait l'Ukraine. Et l'Italie. Ah, elle est passée. Oui, parce qu'ils ont été embarqués à Bari.
en Italie, pour traverser, pour aller à Haïfa. Ça, c'était le premier départ de Pologne. Parce que si je vous dis qu'ils sont venus à Paris en train, c'est pas bon. Ensuite, elle est restée en Palestine environ 6 mois. Elle a réussi à passer donc tout le trajet. Ils étaient un groupe de jeunes de... Mais vos parents étaient mariés à l'époque ? Oui. Donc votre père est parti d'un côté, votre mère est partie de l'autre. Non, mon père n'est pas parti, il est resté en Pologne. Parce qu'il était à l'armée polonaise, qui à l'époque était d'une durée de 5 ans. Il ne voulait pas déserter, parce que c'était encore pire. Donc il est resté. Ma mère est partie en Palestine, elle est restée en Palestine 6 mois. Au bout de 6 mois, elle a dit à mon père, par l'écrit, bien entendu, écoute, viens ici, c'est bien, on peut... Lui, il dit, non, moi je préfère qu'on se retrouve à Paris. Et donc, ils se sont retrouvés à Paris. Donc, sûrement en 36. Donc en 36. Donc vous naissez deux ans après. Je suis né en 38. Voilà, en 38, vous avez aujourd'hui 83 ans. J'ai recherché dans les grandes lignes de l'information de ce juillet 1938 où vous êtes né. Alors le 4 juillet, on signait un traité d'amnistie franco-turc. Le 5 juillet, les troupes turques occupent le Sandjak d'Alexandrette. C'est un petit territoire d'à peu près 4000 km² situé au tout nord de la Syrie actuelle et en bord de mer. Du 6 au 16 juillet, créé un comité intergouvernemental pour les réfugiés nommé Conférence d'Évian, qui avait pour but de trouver une solution durable aux réfugiés juifs allemands et autrichiens fuyant le régime nazi. Le 13 juillet, parution au journal officiel, en France, donc de la loi sur l'organisation de la nation en temps de guerre. Un an après le 3 septembre 1939, la France déclarait la guerre à l'Allemagne. On connaît la suite. Norbert Hundlich, donc, du petit Shtetl jusqu'ici en France. Donc, votre mère est partie donc en Pologne. De Pologne, Palestine. Elle est partie en Palestine. Votre père, lui, est resté un petit peu en Pologne, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ils se sont retrouvés à Paris. Comment ça s'est passé, les retrouvailles ? On vous a expliqué un petit peu les choses ? Ma mère a dû revenir de Haïfa. Elle est repartie. Elle a séjourné à Marseille, le temps de reprendre le train. De Marseille, elle est venue en train. Jusqu'à Paris. Ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ensuite, mon père l'a rejoint en train de Pologne. Norbert Hundlich, vous faites partie des 70 000 enfants cachés, ces enfants juifs dissimulés dans les familles, sous une fausse identité pendant la guerre, par plusieurs organismes comme l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, les éclaireurs israélites de France, des organisations communistes juives, mais également des réseaux chrétiens, tant catholiques que protestants. En 1942, vous avez 4 ans, votre frère 2 ans, parce que votre frère naît entre-temps. On vous cache dans l'Oise chez une première nourrice. Donc on est en 42, on est en plein milieu de la guerre. Vous avez des souvenirs encore de cette première nourrice ? Non, de la première nourrice, non. Je sais que c'était à Bonnetable, à la limite de la Normandie et de l'Oise. Là, j'ai pas de souvenirs. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est de l'autre nourrice où ma mère nous a laissé quelques temps à Bonnetable. Elle venait nous voir. Et elle voyait que nous étions mal nourris, qu'on avait la nourrice utilisait des tickets que ma mère lui laissait pour elle et ses enfants, mais nous on était très mal. Donc quand elle a vu ça, elle nous a pris et je vous laisse raconter la suite si vous voulez, ou je le raconte. Non, racontez. Alors, de là, elle nous a emmenés chez la première nourrice. Donc là, j'ai des souvenirs. C'était à Lalandelle, également dans l'Oise, un petit village. Petite maison en bordure de... Attendez, juste je reviens sur une chose. En règle générale, dans l'esprit de tout le monde, quand il y a eu la guerre, quand il y a eu donc les Allemands sont arrivés par le nord de la France, par la Belgique, le nord, etc. En règle générale, les gens quand ils sont partis, quand ils ont fui vers le sud. Là, vous êtes parti vers le nord, vers l'Oise, c'est-à-dire vers le nord de Paris. Vous savez pas pourquoi ? Non, parce que c'était l'organisme de l'OSE. Dans la France occupée. Oui, puis c'était l'organisme de l'OSE qui mettait en place les nourrices.
Est-ce que c'est Losey qui, à l'époque, avait déjà donné l'adresse, enfin les coordonnées des nourrices? Je ne sais pas. Ça, j'ai pas eu histoire de ça. Je sais qu'on est parti, mais je suis pas le seul. Donc il y en a beaucoup qui sont partis dans ces régions-là. L'Oise. C'était pas très loin de Paris. Oui, c'était pas loin de Paris, mais c'était en zone occupée. Voilà. C'est pour ça. Les gens sont plutôt partis vers la zone libre. Mais bon, là, un souvenir que j'ai, par contre, que je peux vous dire, c'est j'ai le souvenir quand ma mère nous a pris en 42 pour nous mettre dans le train, qui était un train bidon, et qu'on était sur la paille. C'est le souvenir que j'ai. Et on est arrivé à Bonne-Étable. Après, là, j'ai pas de souvenir du tout. J'ai le premier souvenir, c'est la Landelle. Entre le 16 et le 17 juillet 1942, c'est ce qu'on a appelé la rafle du Veldiv. Plus de 13 000 personnes sont arrêtées et détenues au Vélodrome d'hiver pendant 5 jours, envoyées ensuite vers le camp d'Auschwitz. Votre père est arrêté en 1942. Oui. Il a été envoyé à Beaune-la-Rolande, et puis ensuite dans le Loiret, et puis ensuite il a été déporté à Auschwitz. Il en est pas revenu. Non. Il en est parvenu, j'ai son histoire. Est-ce qu'il y a eu des contacts? Est-ce qu'il y a eu des... Non. Non, il n'y a pas eu non. de... Alors, il y avait des contacts quand il était à Beaune-la-Rolande, où on avait le droit d'aller les visiter le week-end. Combien de temps il est resté à Beaune-la-Rolande? C'est à côté de Pithiviers, ça. 42, il a été déporté en... Ça vous reviendra sans... Il a été déporté en 42, parce qu'il est resté de 42 à 44, la date de sa mort, à Auschwitz. Et donc j'ai son histoire de... Pratiquement. Je vous raconterai là, oui. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous étiez parti donc chez une nouvelle nourrice donc à la Landelle. Hein. Alors parce qu'on trouvait que finalement, enfin vos parents trouvaient que vous n'étiez pas bien traité chez la première nourrice. On vous place donc chez une seconde nourrice, toujours dans l'Oise à la Landelle. Vous restez chez cette seconde nourrice jusqu'en 1945. C'est toujours dans l'Oise. Et il y a rien eu. Non, c'était un village relativement calme. Bien entendu, il y avait... Les Allemands ne sont pas arrivés. Il n'y a pas eu de rafle. Les Allemands passaient devant la maison. On n'a pas eu de rafle. Il n'y a rien eu. On allait à l'église. On allait à l'école. Donc on faisait le parcours normal d'un enfant. Vous aviez des faux papiers alors? Certainement, oui. Moi, je n'ai pas vu de ces papiers, mais on était chez une nourrice qui nous emmenait à l'école. Mais les gens le savaient, c'est-à-dire qu'à l'école, ils savaient qu'on était des réfugiés, et à l'église aussi. Ils savaient que vous étiez juif? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais on n'a pas eu de problème. Pendant les 2 ans et demi où on était là-bas, on est resté chez cette nourrice. Les Allemands passaient devant sa maison, je me rappelle les camions, j'ai des histoires d'ailleurs humoristiques dessus, et on est resté comme ça jusqu'en 45. Alors justement, décrivez-moi un petit peu ce village de la Landelle, parce que là vous avez des souvenirs maintenant. Petit village. Il y avait combien d'habitants à peu près? S'il y avait 1000 habitants, c'est beaucoup. Hein. Donc c'est un petit village, petit village rural, avec il y avait des vaches, des cochons. Il y avait des vaches, des cochons, il y avait des étangs, il y avait... on n'a pas... Je me rappelle pas d'autres visites. Je me rappelle de la Libération, après, parce que j'étais déjà plus âgé, j'avais déjà 8 ans, mais j'ai pas 7 ans. J'ai pas d'autres souvenirs. J'ai des souvenirs à l'intérieur de chez la nourrice, quand il y avait les bombardements, la nuit, et qu'il fallait courir. Ils avaient creusé une tranchée dans le jardin. Tout le monde courait. Là, ils avaient fait une tranchée avec de la nourriture. Enfin, tout était bien. Et dès que c'était fini, on repartait se coucher. Et par exemple à l'école, comment ça se passait à l'école? Non, l'école, j'ai pas de souvenir de mauvais traitements ni de mauvaises choses. Tout s'est bien passé. D'ailleurs, je vais vous dire, quand on y était, moi en arrivant, j'avais donc 4 ans et demi, 5 ans, mon frère 2 ans. Après, on a été à l'école. Mais, je veux dire, on savait même pas si on était juif ou pas. On savait pas, nous. Les enfants, vous pouvez pas leur dire, oublie pas que tu es juif. Non. On n'était pas pratiquants, mes parents n'étaient pas. Donc, on est arrivé, on était à l'école comme des enfants qui vont à l'école. Donc on s'est aperçu de rien. Norbert Glick, votre mère est arrêtée en 1944, oui. Puis déportée à Auschwitz, où elle est internée. Comment elle a réussi à se cacher pendant ces 2 ans? Justement, j'ai refait tout le parcours. On habitait, en fait, au départ, on habitait à la gare du Nord.
Et notre fenêtre d'un boui-boui qu'ils avaient eu et donnait sur les rails sur la voie ferrée de la gare. Et je me rappelle, ça c'est le souvenir que j'ai, donc je devais avoir 3 ans, 3 ou 4 ans, et je regardais les trains passer. Ça c'est le truc que j'ai, tous les trains qui passaient le long de... ils ont dû rester là-bas 1 ou 2 ans, quand moi je suis né en 38, et à mon avis en 41, ils ont déménagé, ils ont eu un appartement rue de Ménilmontant. Dans le 20e arrondissement. Oui, 20e arrondissement, 5e étage. Un appartement qui était déjà mieux, mais petit. Et là, justement, j'ai plus après ça coupe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'ils ont été obligés de quitter au moment de la guerre. Et ma mère s'est cachée. Mon père a été déporté. Et ma mère s'est cachée ailleurs. Mais où, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Dans Paris, dans un appartement... Chez des amis chez des amis ou chez quelqu'un. Je sais qu'elle était avec une famille de son village, de Pologne. Ils étaient là-bas et ils ont tous arrêtés en même temps par la dénonciation de la concierge de cet immeuble-là où ils étaient, où je ne sais pas. Elle m'a raconté qu'elle a été réveillée un matin par des cris dans l'escalier et les Allemands étaient là, ou les Français, ils ont embarqué tout le monde. Toute ta famille a été déportée, les autres, des autres étages, elle aussi. Donc c'était, oui, pour vous dire, mais je ne sais pas où c'est. C'est le truc que je n'ai pas ici dans le... C'est un trou dans votre... il manque quelque chose entre les deux. Alors que les Russes approchent d'Auschwitz, elle est évacuée avec Simone Veil le 18 janvier 1945 vers le camp de Dora et connaît ce qu'on a appelé donc les marches de la mort. Norbert Imlich, c'est votre mère qui viendra vous chercher, puisqu'on a préparé cette émission cette émission. Donc elle vient vous chercher. Comment se sont passées ces retrouvailles? Alors, les retrouvailles, c'est aussi très spécial. Ma mère, elle n'est pas restée très longtemps, enfin très longtemps par rapport. Elle est restée de 11 mois. Mais elle est rentrée dans un état où elle pesait 30 kilos, décharnée, pas de nourriture. Elle a fait la marche de la mort. Quand ils sont arrivés au moment de la libération, ils ont demandé: est-ce que tu veux aller du côté russe? Ils ont été libérés par les Russes. Alors, vous voulez rester là ou... Alors, elle a dit non, je préfère aller du côté des Américains. Parce que sinon, elle repartait en Russie. Et se souvenant des pogroms qu'il y avait en Pologne et partout, et des autres pays de l'Est, elle a dit non, je retourne en France. C'est normal. Avec les Américains. Et donc, elle est arrivée à Paris. Elle est venue nous chercher, au bout de 1 ou 2 jours, nous chercher à la Landelle. Quand elle est arrivée, elle a pris le train, elle a pris la route qui allait à notre maison, et on était dehors en train de jouer. Et vous l'avez reconnue? Non, justement, on était en train de jouer. Moi, je ne l'ai pas reconnu. Mon frère, qui était plus jeune non plus, il l'a vu arriver, et quand il l'a vu approcher, elle était tellement décharnée et tellement mal habillée et tout ça, il a pris des cailloux, il lui a acheté 20 ans vieille sorcière. Ça, c'est le souvenir que j'ai, qui m'est resté. Donc vous l'avez refusé? Oui, parce que on a été enlevé d'une personne qu'on a vue très peu. Après, elle venait pas nous voir à la Landelle. C'était trop dangereux de prendre le train au moment de... Elle était cachée. Donc, elle venait pas nous voir. Il n'y avait pas de téléphone, bien entendu. Et ce qui fait qu'on n'a pas eu de nouvelles. Quand elle est arrivée, c'était une inconnue. C'était une inconnue. Donc après, elle s'est remise. Elle nous a emmenés à Paris, de la Landelle. Et on a été tout de suite avec elle, je me rappelle, elle me tenait par la main, on a été tout de suite à l'hôtel Lutetia. Mais attendez, on revient un petit peu en arrière, on revient un petit peu en arrière. Vous êtes là, 2 enfants, vous voyez quelqu'un arriver, il n'y a pas eu quelque chose entre vous? Rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire que vous êtes reparti en arrière, vous avez refusé Après, je ne sais pas, mais je me rappelle de cette scène avec mon frère qui a pris des cailloux. Après, ça a dû se calmer. Mais pour nous, c'était quand même une inconnue, ça a été très difficile. Ce qui fait qu'elle nous a ramenés à Paris, en voulant bien faire. Et là, on allait donc un matin à l'hôtel du Lutetia voir si mon père vivait ou pas. Parce que c'était l'inconnu, il n'y avait pas de nouvelles du tout depuis 3 ans. Et quand on y a été une fois,
le lendemain encore une fois. Et là, on a croisé un déporté qui revenait de Auschwitz et qui a dit « C'est pas à peine de revenir, j'ai vu ton mari mourir, donc ne reviens pas, ça sert à rien. » Donc elle nous a pris. Après, elle a voulu nous garder, mais elle était malade, elle avait des problèmes d'opération, d'hôpital, Saint-Antoine, enfin, elle nous a ramenés à Landel. Alors, de là, on est resté très peu de temps à Paris. Elle était malade, souffrante, opération, hôpital. Il n'y avait personne. On a une famille, c'était des cousins, mais ils étaient aussi pas en super forme. Donc, elle nous a, par le biais de l'OSE ou l'Aviso, je ne sais pas, elle nous a placés à Gouvieux. Dans l'Oise. C'est toujours dans l'Oise. Dans l'Oise, toujours dans l'Oise. C'est tout près de Chantilly. C'est mieux déjà. Donc c'est chez une nourrice encore. Chez une nourrice. Donc c'est une 4e nourrice. Voilà. Donc encore l'inconnu, c'est-à-dire que on est toujours pas juif finalement. Oui, on n'est toujours pas juif. On n'a eu aucun contact avec quelque chose de juif. Et donc on arrive chez cette nourrice à Gouvieux, où on est resté quand même de 45 à 50 à peu près. La guerre est finie depuis le 8 mai 1945 en Europe. La France pense ses plaies, règle ses comptes et tente d'oublier. Après 6 ans de traumatisme, d'occupation allemande et d'une guerre mondiale qui a décimé nombre de familles, il semble difficile d'aborder joyeusement l'été 1946. Les vacances restent un fantasme pour les plus démunis et ceux qui ont le plus souffert du conflit. Mais les communes s'organisent et créent des colonies de vacances pour les enfants. Une période plus faste s'annonce. Nous sommes tout au début des 30 Glorieuses. En préparant cette émission, Norbert Unglick, vous m'avez dit que le gouvernement vous avait envoyé à La Baule pour une semaine de vacances. Oui. Alors, on vous envoie en vacances comme ça tout de suite après la guerre. J'ai la photo ici de mon frère et moi, et c'était daté en septembre 45. Oui. Donc ma mère a dû être libérée, je crois, en mai. Je sais pas si en mai 45. On a eu donc la France a décidé d'octroyer aux déportés de Auschwitz et des déportés de la déportation une semaine de repos à des endroits différents. Nous, c'était La Baule. Et je me rappelle très bien parce que je suis retourné à La Baule après en vacances, et c'était l'hôtel de l'Ermitage, le grand hôtel de La Baule. Grand hôtel. Et là, on est resté une semaine. Donc, j'ai la photo. Mais c'est le gouvernement français, c'est l'OSE, c'est le gouvernement français. C'est le gouvernement français qui offrait des vacances, en fait. À l'époque, c'était comme ça. J'ai pas retrouvé de documents ni quoi que ce soit, mais c'était offert par le gouvernement français qui disait voilà, ils ont besoin de repos. C'était en septembre 45. Alors, les vacances, c'était pour les enfants ou c'était pour votre mère? Ma mère. C'était pour votre mère. Et donc, elle vous a emmené à La Baule. Au retour des vacances, vous avez 8 ans. Vous partez donc vers une 3e nourrice qui vous envoie toujours dans l'Ouest. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui. Donc cette fois-ci, vous êtes du côté de Chantilly, à Gouvieux, parce que votre mère est plus ou moins malade, même après, après La Baule. Hein. C'était des allers-retours en fait. Elle essayait, et puis finalement ça marchait pas. Elle était quand même très fatiguée, très malade. Quand on passe de nourrice en nourrice, est-ce qu'on sait encore qui on est? Non, parce que, en définitive, on n'est pas juif. On ne l'est pas, parce qu'on n'a pas été formé pour ça. On n'a aucun contact dans les villages avec des gens qui peuvent parler avec nous. À l'école, rien. C'est tout. Dans la 2e nourrice, à madame où nous étions, qui est madame d'Alençon, j'ai trouvé une carte d'elle. Ici, c'est souvenir. Elle nous parlait jamais de religion. Elle ne tenait pas compte de nous si on était juif ou pas juif. Et on était très bien là, c'était une très bonne nourrice. Et on est resté 5 ans. Est-ce qu'on a envie de grandir? La vie après se passe normalement. Moi j'avais déjà 8-10 ans, j'allais à la pêche tout seul, je faisais mes hameçons, je faisais tout, c'était l'école, j'avais un copain... c'est une vie rurale, une vie de village en fait. Oui, un copain catholique, on faisait du vélo ensemble, à 12 ans on commençait à draguer les filles, voilà, c'était la vie normale, mais pas dans un monde juif, dans un monde catholique. Pendant toute la guerre, est-ce que vous avez eu peur qu'on vienne vous chercher? Non, je l'ai pas ressenti parce qu'on n'a pas eu le temps.
On n'a pas eu le temps de connaître le reste. Pour nous, on était des enfants en nourrice. Vous étiez protégés. Oui, ouais, c'est tout. En 1953, l'État d'Israël crée le titre de juste parmi les nations, signe de reconnaissance du peuple juif à ceux qui ont sauvé durant la Seconde Guerre mondiale et qui ont sauvé donc des enfants et des hommes et des femmes. Il est écrit sur la médaille: quiconque sauve une vie sauve l'univers tout entier. Les nourrices chez qui vous avez séjourné, est-ce qu'il y en a certaines qui sont inscrites? Non. Dans la Landelle, c'est des gens qui faisaient leur métier de nourricier. Oui, mais ce sont des justes quand même. Non, ils vous ont sauvé. Oui, mais c'est pas exactement ça, parce qu'en fait, l'OSE ou l'office qui nous a placés les payait. Oui, mais ils vous ont sauvés. Oui, il y avait une part de danger pour eux. On était cachés chez eux, c'est vrai qu'ils nous ont sauvés, mais on n'a pas tenu compte. C'était pas des gens extraordinaires, donc on n'a pas tenu compte. Il faudrait peut-être revenir un jour dessus. Vous revenez à Paris en 1950 à l'âge de 12 ans. C'est à ce moment que vous retrouvez réellement votre mère. Qu'est-ce que représentait Paris pour un enfant qui était caché comme ça, loin? Alors, je vais vous dire... Parce que c'est vrai que les distances entre maintenant et à cette époque sont complètement différentes. C'est comme si vous étiez au fin fond du plateau des Mille Vaches, pratiquement, alors que vous étiez à 100 km, même pas à 100 km de Paris. Ma mère s'est remariée en 48 avec monsieur Grain, qui était un juif polonais, de son village de Klobutz où elle était. Elle le connaissait. C'était un homme très bien. Il avait lui-même, à l'époque, une femme et 4 enfants. Tous ont été déportés, et donc il est resté seul. Quand il est arrivé à Paris, aussi pour la même raison, quand il est arrivé après la guerre, il est arrivé à Paris. Donc il connaissait ma mère, ils se sont mariés en 48. Là, il était déjà plus facile pour nous de revenir à Paris. Donc on est revenu en 50. On est revenu à Paris. Et là, la vie a commencé, une autre vie. Qu'est-ce qu'on peut faire comme étude au lendemain de la guerre? Quand on a 12, 13, 14 ans. Certificat d'études. C'est tout. C'est tout. Mes parents n'avaient pas les moyens à l'époque pour entrer en 6e. Il fallait d'abord être accepté, et puis deuxièmement, ça revenait relativement cher. Alors qu'est-ce qu'on choisit pour le travail? La confection, homme ou femme. Confection pour homme ou confection pour femme? C'est tout. Mais c'est tout. C'est pas de l'humour, c'était le choix. Moi, j'avais 13-14 ans et j'ai passé le certificat d'études. Je l'ai eu. J'avais un instituteur extraordinaire qui savait de où on venait et qui savait comment j'étais. Il m'a pris par l'épaule, il me dit: Norbert, je te ferai passer le certificat d'études, malgré que c'était pas facile. Je l'ai eu, il n'y a pas de problème. Et après, c'est quoi le choix? Moi, j'ai travaillé à la machine. Avec mon beau-père, qui était assis en face de moi. 2 machines. Et on travaillait, et on cousait, et on faisait, à l'époque, des... Vous me rappelez des images. Oui. À l'époque, on faisait des sahariennes. Alors moi, je faisais la partie doublure, et lui faisait la partie... jusqu'au moment où j'ai été élu, un stade au-dessus, pour faire les poches. Mais c'était ça. Qu'est-ce qui a le plus marqué le jeune Norbert Unglick pendant toute la guerre et ses années cachettes? Est-ce que c'est l'absence, la solitude, l'isolement, une famille, des références, un passé, la mémoire, les anciens peut-être? Qu'est-ce qui a le plus manqué? Moi, je sais que depuis cette période-là, jusqu'à maintenant, j'ai jamais été très stabilisé, parce qu'en fait j'aurais jamais dû faire ce métier. Moi j'adore la musique classique, et donc il y avait quelque chose qui m'a manqué, que je n'ai pas pu faire, pas du tout. Maintenant je suis tout le temps... C'est un regret. Oui, et j'étais pas prévu pour faire de la confection. Et alors après mon beau-père m'a dit: va faire des études de comptable. Alors j'ai été faire des études de comptable. Je me suis fâché, je voulais pas faire ça, et j'ai même quitté la maison. Oui, j'avais 14 ans. J'ai quitté la maison, je suis parti une journée, comme les jeunes y font, et je suis revenu le soir. Mais on n'avait pas, si vous voulez,
Comme on n'avait pas eu de passé, un passé qui était complètement différent, on ne savait pas où aller pour l'avenir. Vous n'aviez pas d'avenir, vous ne voyiez pas l'avenir, vous n'arriviez pas à entrevoir l'avenir. À 14 ans, j'écoutais déjà de la musique classique. Donc il y avait quelque chose qui m'a manqué, que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait. Comment transmettre la mémoire de la Shoah et l'enseigner à l'école? C'est une des questions cruciales qui se posent de nos jours et à laquelle il est de plus en plus difficile de répondre. Alors tant que nous le pouvons, visitons les lieux de mémoire comme le mémorial de la Shoah à Paris, le camp des Milles, l'ancien camp de concentration Natzweiler-Struthof, Auschwitz, etc. Et en parler avec les rescapés, les témoins, quand il en reste. Car depuis des dizaines d'années, les enfants cachés assurent leur rôle de passeurs de mémoire, en expliquant aux jeunes générations leur histoire, comme ici Norbert Hundlik. De nombreux logeurs et personnes ayant pris part au sauvetage des enfants furent déclarés justes parmi les nations par l'Institut Yad Vashem. Merci Norbert Hundlik, merci de votre présence et de nous avoir fait partager vos souvenirs. À votre disposition. Merci Alexandre. Mm-hmm.